Comment la Suisse peut-elle défendre son modèle et ses intérêts dans un monde troublé ? On a entendu à 7h15 comment notre pays avait assuré une certaine forme de propagande à l'international dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale en passant par les ondes radio. Évidemment, le monde a changé depuis 1945, il est devenu plus multipolaire que jamais, mais certains ne manquent pas de rappeler les analogies entre notre époque et les années 30 et 40, des règles internationales qui peinent à s'imposer, la tentation du protectionnisme et du nationalisme, la course aux armements qui atteint un niveau inédit, le tout sur fond de propagande, voire de désinformation. Difficile pour un petit pays neutre de faire entendre sa voix dans ce contexte difficile. Pour en parler ce matin, le plaisir d'accueillir en direct de notre studio de Genève, Micheline Calmiret, ancienne conseillère fédérale et chef de notre diplomatie. Bonjour madame. Bonjour. Vous connaissiez peut-être l'existence de cette radio dont nous parlait tout à l'heure Raphaël Roupen-Kouta, ce service d'ondes courtes. Le fait est que presque personne en Suisse ne s'en souvient, ça n'est pas resté dans les mémoires. Est-ce que c'est parce qu'on est un peu gêné d'admettre que la Suisse, pays neutre, a pu faire de la propagande ? Non, je pense que la communication est importante pour affirmer une présence au niveau international et pour bien montrer qui nous sommes. Un des premiers voyages que j'ai fait à l'étranger a été en Chine. Et en Chine, j'ai entendu, depuis le cercle le plus fermé du comité central du Parti communiste chinois à Canton, dans la province, j'ai entendu la Suisse est un joli pays, avec des montres, avec des banques. Bref, une image très conservatrice, une image très, disons, mythique de la Suisse et assez conservatrice aussi, parce que ce qui revenait souvent, c'était que les femmes avaient eu le droit de vote très tard. Et là, ça m'a fait prendre conscience que c'était important qu'en tant que chef des affaires étrangères, je véhicule une autre image, c'est-à-dire l'image d'une Suisse moderne, d'une Suisse high-tech, d'une Suisse qui était dans les premières, dans les rankings d'innovation, qui n'était pas seulement un coffre-fort et un joli pâturage pour les vaches avec des belles montagnes. Je crois que c'est important de faire connaître nos atouts sur la place internationale, parce que dans ce monde qui est interdépendant, où les risques sont globaux, on doit affirmer une présence universelle et on doit se marquer nos atouts. On n'est pas une grande puissance. Dans les années 30 ou 40, on parlait de rayonnement culturel. C'était officiellement la mission de ce service d'ondes courtes dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, le terme à la mode, c'est le nation branding. C'est ce que fait précisément un organe comme Présence Suisse. La Suisse devient une marque qui cherche à se vendre à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce glissement ? Qu'est-ce que ça dit de notre place dans le monde ? Mais la Suisse ne cherche pas à se vendre au sens commercial du terme. Nation branding, ça donne quand même l'impression qu'il y a une forme de marketing qui est à l'œuvre. Vous touchez là un point sensible, parce que c'est moi qui ai mis en place Présence Suisse à l'époque où j'étais aux affaires étrangères, précisément par le même type de réflexion. J'ai agi moi comme aussi moyen de communication, mais il fallait aussi une présence. Je veux dire, une des grandes vertus de la Suisse, c'est sa modestie. Mais sur le plan international, on ne peut pas être modeste, méconnu, sinon personne se tourne vers vous. Vos intérêts, comment vous voulez les défendre dans un monde toujours plus, encore une fois, interdépendant, globalisé, où la prééminence de l'Occident a pris fin aujourd'hui, où on voit émerger de nouvelles grandes puissances. Il faut être là, il faut dire quels sont nos atouts, il faut dire en quoi on contribue à la solution des problèmes globaux, par exemple le fait qu'on est actif dans les organisations multilatérales, le fait qu'on offre nos bons offices. Mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, parce qu'on est dans un monde où le multilatéralisme, il faut mettre un point d'interrogation. Les organisations internationales, elles agissent, elles sont actives, mais elles sont issues des rapports de force de la Deuxième Guerre mondiale et elles ne correspondent plus aux rapports de force d'aujourd'hui. Puis d'un autre côté, vous avez cette mise en avant des rapports de force purs, le chacun pour soi, on le voit avec Trump, et ça fait que les relations internationales risquent de se passer dans un champ de bataille. Pour un pays comme la Suisse, c'est vraiment difficile, parce que, encore une fois, on n'est pas dans les grands joueurs, et donc on doit quand
même être là, quand même se faire remarquer. Sinon, nos intérêts, eh bien, il est difficile de les défendre. On a aussi l'impression d'assister à un véritable choc des propagandes ces temps-ci, avec la montée en puissance de certains grands médias comme Russia Today pour la Russie ou Voice of America pour les États-Unis, mais il y a aussi toute une propagande plus informelle qui passe notamment par les réseaux sociaux. Micheline Calmiret, dans ce contexte-là, est-ce que la Suisse ne doit pas aussi réinventer sa manière de communiquer avec l'extérieur ? Ou bien est-ce qu'elle doit garder justement cette fameuse modestie qui est sa marque de fabrique ? Être trop modeste, ça ne nous sert pas sur le plan international. Mais casser ce code, moi, j'ai pas du tout été modeste, ni dans mes apparitions, ni dans mes discours sur la scène internationale, ni dans mes ambitions pour la Suisse. Et on a vu que ça a créé un certain nombre de polémiques en Suisse. C'est vraiment pas dans notre ADN, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on change effectivement. On a déjà commencé et on en voit les effets. Mais il faut que on fasse comme, enfin, que notre modèle soit un petit peu plus, je veux pas dire agressif parce que c'est pas le bon terme, hein, je veux dire, mais qu'on informe mieux et de façon plus audible. Je me suis rendu compte en voyageant dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères que quand vous arriviez dans certains pays, la communication était forte, elle était immédiate, et nous on était un peu surpris, quoi. Je veux dire de l'attitude. Voilà, on est habitué à des salons feutrés, à des discussions tranquilles, et pas du tout à communiquer d'une façon forte vis-à-vis des médias des pays dans lesquels on se rend. Et donc, je crois que là, il faut qu'on se rallie et qu'on se fasse entendre. Il faut se muscler un petit peu. Voilà, mais c'est pas pour le fait de faire comme les autres. C'est aussi pour mieux défendre nos intérêts, parce que si on n'est pas visible, que si on ne fait pas savoir ce qu'on fait pour la communauté internationale, comment voulez-vous défendre nos entreprises, comment voulez-vous défendre nos citoyens? Personne vous écoute. Moi, quand je suis arrivée aux Affaires étrangères, on m'avait dit il faut visiter les pays qui sont voisins de la Suisse, ça se fait comme ça. Bon, sauf le problème, c'est que personne m'a invité, hein, je veux dire, et que le premier pays qui m'a invité était la Finlande. Ça démontre combien c'est pas simple pour un pays qui n'a pas d'histoire avec les autres, qui n'a pas de problème, qui vise les bonnes relations avec tout le monde. Ben voilà, les autres n'ont pas de temps à perdre avec nous. Vous évoquiez tout à l'heure la politique des bons offices. Il n'y a pas si longtemps, Micheline Calmiret, on disait que cette politique, elle appartenait un peu au passé, que la Suisse n'allait plus devoir jouer les intermédiaires entre les États-Unis et Cuba, ou entre les États-Unis et l'Iran, mais les choses changent avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Vous avez l'impression que notre pays va de nouveau devoir jouer les facilitateurs? Oh, il n'a jamais cessé, hein. La Suisse a été médiatrice entre l'Arménie et la Turquie. La Suisse a été médiatrice en 2011 et elle a aidé la Russie à rentrer dans l'OMC. On fait appel à la Suisse, c'est des qualités qui lui sont reconnues, non seulement pour héberger des discussions internationales, mais aussi pour la qualité de sa diplomatie et sa capacité à proposer des solutions, encore une fois, dans des conflits ou dans des problèmes. Alors, dans des périodes de tension, effectivement, on a plus recours à ce type et c'est un atout pour la Suisse. Et c'est un atout, ça veut dire que c'est un domaine dans lequel on peut montrer notre différence et on peut montrer notre apport à la solution des problèmes globaux. Sauf que on a quelques faiblesses institutionnelles. Par exemple, on est très fort dans la proposition de solutions, très créatif, très innovateur. On sait rassembler et gérer les savoirs. Mais quand on arrive à la fin de négociation et qu'il faut un peu de rapport de force, là, on est obligé de faire appel à des gens plus puissants, à des États plus puissants que nous. Et puis, on est aussi très exposé à des risques politiques, parce que la Suisse est un pays où les processus de décision sont très courts, et ça arrive
tout de suite au niveau du Conseil fédéral, au niveau du chef du département des affaires étrangères. Et donc, ça crée des polémiques, ça crée des difficultés, parce que les Suisses et les Suissesses sont très réticents à ce que la Suisse puisse jouer parfois un rôle dans des sujets qui font l'actualité internationale. On a tendance à considérer la neutralité comme étant l'indifférence, ne rien faire, ne rien dire, ce qui n'est pas compatible avec un rôle de cuisinier, si je peux me permettre l'expression, dans les relations internationales. Mais je pense qu'effectivement, dans des périodes de tension, c'est malheureux à dire, on aura peut-être plus recours aux capacités suisses en matière de bons offices. Alors la politique des bons offices, Micheline Calmiret, elle a pu fonctionner en partie parce qu'elle reposait sur une vertu essentielle qui était la discrétion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore travailler dans cette discrétion, ou bien est-ce qu'il faut admettre que, puisque vous évoquiez tout à l'heure les cuisines de la diplomatie internationale, que maintenant le grand public, les médias, auront toujours un œil sur cette cuisine ? Alors, dans les activités de médiation, très souvent, aujourd'hui, elles sont effectuées par des grandes organisations comme les Nations Unies. Elles sont multilatérales, elles nécessitent des équipes, et là, la Suisse participe avec d'autres à ces médiations. Maintenant, reste beaucoup plus rare les médiations entre deux parties, comme celle que j'évoquais tout à l'heure pour faciliter l'entrée de la Russie dans l'OMC. Et là, la discrétion, elle est évidemment très importante, mais la Suisse n'a, dans ces cas-là, pas de politique de communication propre. Elle est un instrument au service de deux parties en conflit ou qui ont rompu leurs relations diplomatiques. Et donc la communication est le fait des parties, mais pas le fait du médiateur. Donc ça n'est pas contradictoire avec le fait de défendre les intérêts de la Suisse, son image, ses capacités, avec une politique de communication forte. Vous parliez tout à l'heure de la relation entre la Suisse et les organisations internationales. L'un des gros dossiers à venir pour notre pays, c'est son entrée éventuelle au Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le principe, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette démarche-là et le principe de neutralité ? La neutralité ne nous interdit pas grand-chose. Le droit de la neutralité nous interdit de prendre part à des guerres entre deux États. Elle nous interdit de participer à des alliances qui pourraient nous conduire dans une guerre. Elle nous interdit de privilégier un parti ou une partie dans une guerre interétatique par rapport à une autre. Mais à part ça, la politique de neutralité nous autorise des prises de position, et en particulier la défense du droit international public, la défense des droits humains, de l'état de droit. Elle nous permet aussi d'avoir des relations privilégiées avec l'Union européenne, par exemple. Et donc, faire partie du Conseil de sécurité, c'est mettre nos atouts au service de la communauté internationale, et je ne vois pas là ce qu'il pourrait y avoir de contradictoire. J'ai moi-même instauré ce processus d'appartenance au Conseil de sécurité lorsque j'étais en fonction, et je pense que pour la Suisse, c'est un atout de pouvoir. Encore une fois, dans l'idée qu'on se fasse connaître au niveau international, qu'on fasse connaître nos atouts, c'est là quelque chose d'important. On imagine que ça va être une campagne de lobbying tout à fait intense. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Quels sont les acteurs qu'il va falloir convaincre en priorité ? Alors là, c'est de la cuisine politique internationale. Mais vous la connaissez si bien. Oui, non, mais bon, je veux dire, je ne connais pas la stratégie actuelle du département fédéral des affaires étrangères pour garantir, pour essayer d'obtenir une place au Conseil de sécurité. Ce que je peux dire, c'est que ce que je regrette peut-être, c'est qu'aujourd'hui, les Nations Unies ont... Je veux dire, encore une fois, sont basés sur des rapports de force issus de la Deuxième Guerre mondiale. Souvent, le Conseil de sécurité est complètement bloqué. Regardez dans le cas de la crise ukrainienne ou de la crise syrienne, où le Conseil de sécurité est bloqué par le veto de la Russie et ne peut pas contribuer véritablement à sortir de ces crises comme on aurait pu espérer qu'il le fasse.
Et donc, ça me fait un petit peu mal au cœur que la Suisse arrive au Conseil de sécurité à un moment donné où l'institution a vraiment besoin de réformes pour pouvoir jouer son rôle sur le plan international. Et on a vraiment besoin d'organisations internationales au niveau global dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde, encore une fois, on ne sait pas si le multilatéralisme va l'emporter ou si on va aller vers une sorte de grand champ de bataille où les rapports de force jouent un rôle de premier plan. Micheline Calmiret, on va jeter un œil sur la presse que Laurence Bolomé et Sandra Zimmerli ont lue pour nous. La presse qui évoque elle aussi, mais à sa manière, la façon dont la Suisse communique avec le reste du monde. La presse alémanique, Sandra Zimmerli, revient sur un projet assez étonnant, une série télévisée diffusée au Nigeria sous la houlette de la Suisse et qui vise à décourager les migrants de venir chez nous. Alors des spots de radio ou télévision, des pièces de théâtre, tout ça, ça existait déjà. Par contre, soulève la Berner Zeitung, un feuilleton de 13 épisodes coûte 450 000 francs, ça c'est nouveau. Alors certes, on est loin de la vidéo choc de 2014, lorsque le général Campbell, en tenue de combat sur une plage australienne, s'adressait aux potentiels migrants en déclarant droit dans la caméra: aucune chance, l'Australie ne deviendra pas votre patrie. La vidéo se fera le tour du monde. Aujourd'hui, le secrétariat d'État aux migrations se distancie de ce discours très martial, préfère parler de sensibilisation et de prévention. Il n'empêche, les organisations de soutien aux migrants comme Amnesty International se montrent critiques. C'est une pure illusion de penser que cela empêchera quelqu'un de fuir. Quel contraste quand même, Micheline Calmiret, entre la communication d'un organe comme Présence Suisse qui vise à montrer à chaque fois à quel point la Suisse a des atouts multiples, et puis de l'autre, cette communication qui est un peu plus discrète, mais qui vise à montrer à quel point la Suisse est inhospitalière en tout cas pour une certaine catégorie de personnes. C'est un peu dérangeant. Oui, moi je trouve ça me laisse un peu sceptique, je trouve assez dérangeant que... bon, d'une part, si vous voulez, je pense que c'est normal d'avertir les gens qui ont envie de partir pour avoir une vie meilleure et qui ne sont pas menacés dans leur pays d'origine, de les avertir que bon, c'est peut-être pas le paradis qui les attend et que ça sera difficile. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui vivent la violence et je trouve qu'on doit se montrer ouvert et qu'on ne doit pas être contradictoire avec le discours qu'on tient par ailleurs dans les organisations internationales où on se présente comme le pays des droits humains. Je crois qu'il faut être très prudent avec ce genre de communication. Moi, ça me laisse assez sceptique, je dois dire. La presse évoque aussi ce matin la régularisation des sans-papiers genevois, dont on a aussi parlé dans nos journaux d'information, Laurence Bolomé. Fin de l'hypocrisie suisse, selon les termes du rédacteur en chef de l'Illustré dans son édito. Tout le monde sait qu'ils existent, ces gens qui payent leur assurance chez nous, qui scolarisent leurs enfants, mais qui risquent d'être embarqués de force dans un avion à tout moment. Ce n'est qu'un premier pas pour le courrier, en tous les cas, cette décision. Mais les critères sont assez serrés à en lire les différents journaux romans qui s'y intéressent pour ne pas faire un appel d'air dans les autres pays, pour ne pas risquer une invasion de clandestins. Alors, au-delà de l'enjeu moral ou politique autour de cette démarche, Micheline Calmiret, quels enjeux en termes d'image pour la Suisse, à l'heure où l'on voit, par exemple, les États-Unis qui veulent renforcer la chasse aux clandestins? Moi, ça, c'est plutôt dans l'image d'une Genève accueillante, mais c'est aussi intéressant sur le plan du marché du travail, parce que ça j'aime pas le mot, mais j'en trouve pas d'autre pour le moment, assainit un peu le marché du travail au noir. Hein, je veux dire, c'est des gens qui sont là et ça obéit à un certain nombre de critères. Mais en même temps, je trouve un beau projet. Bravo au gouvernement genevois et bravo aux autorités suisses qui ont autorisé ça. Vous évoquiez tout à l'heure, Micheline Calmiret, l'importance de nos relations avec l'Union européenne. Des mots très durs sont prononcés ce matin dans la presse alémanique, ceux de Jakob Kellenberger. Le sol de l'Union européenne est pourri, c'est ce qu'il dit, Sandra Zimmerli. Oui, l'ancien diplomate de pointe, négociateur pendant 12 ans des relations suisses avec l'Union européenne, est en grande interview dans le Blick depuis son domicile de Châteaudet. Je ne crois pas que l'Union européenne ait un intérêt à avoir des pays membres qui ne font preuve d'aucune solidarité et avec lesquels on ne peut pas mener une politique commune, dit-il. Pour lui, l'avenir, c'est une Europe réduite, même si à ce jour, il se prononcerait contre une adhésion de la Suisse. Une Europe resserrée à son noyau dur. Micheline Calmiret, c'est pas complètement la première fois qu'on entend cette idée, mais évidemment, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
Bon, c'est une idée qui est battue et rebattue, hein. Je veux dire, les difficultés de l'Union européenne sont connues. L'Union européenne est divisée. On a d'une part ceux qui veulent plus de solidarité pour faire course à la zone euro, et d'autre part ceux qui ne veulent pas plus de solidarité et pour qui l'Union européenne, c'est avant tout un grand marché. Je dois dire que la Suisse se situe plutôt dans la seconde catégorie, hein. Nous, avec la voie bilatérale, la priorité, notre intérêt prioritaire, c'est d'accéder au grand marché. Et c'est la raison pour laquelle finalement, l'Union européenne, dans un souci d'éviter la rupture, peut-être serait bien avisée de regarder avec une certaine bienveillance et d'institutionnaliser ces deux visions différentes qui coexistent en son sein. En allant plus en avant dans la direction de plus d'intégration avec encore une fois les pays membres de la zone euro, et en autorisant un deuxième cercle qui serait plus intéressé à défendre ses intérêts nationaux, l'accès au grand marché. Parmi eux, il y a la Suisse et la Grande-Bretagne après le Brexit. Et alors ça pourrait correspondre aux intérêts primaires des Suisses et nous permettre, parce que la première priorité de la politique étrangère de la Suisse vient de sa situation géostratégique et du fait qu'elle commerce, son plus grand partenaire commercial, c'est dans son immédiat voisinage, c'est le Bade-Wurtemberg, plus grand que les États-Unis. Et par conséquent, on n'a pas intérêt à ne pas avoir un partenariat vraiment très étroit avec l'Union européenne. Alors on a trouvé la voie bilatérale. Mais maintenant, l'Union européenne nous dit, oui, la voie bilatérale doit être redynamisée, il faut que vous acceptiez de reprendre les acquis et les évolutions futures sans avoir un mot à dire, avec surveillance de la Cour de justice, etc. Bon, ce dont les Suisses sont vraisemblablement peu enclins, hein, c'est presque une adhésion. Et donc là, on ne sait pas trop. Moi, je me suis battue pour la voie bilatérale. Et puis maintenant, ça me fait un petit peu mal au cœur de voir que son avenir est avec des points d'interrogation. Mais en même temps, le statu quo, il n'est pas envisageable parce que nos accords deviennent obsolètes et donc on va être soumis à des discriminations. Et donc, on va devoir trouver un chemin, là. Et ce chemin des deux visions, c'est ce chemin d'une Europe plus intégrée avec une Europe plus centrée sur ses propres intérêts, peut-être c'est la voie pour nous. On vous remercie, Micheline Calmiret, d'être venue évoquer avec nous la place de la Suisse dans le monde et dans l'Europe, et puis la manière dont elle peut vendre ou défendre son modèle à l'étranger. Vous étiez en direct ce matin de notre studio de Genève. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir.